Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et aujourd'hui nous allons s'attaquer directement au show PPV PLE, donc Pay-Per-View Premium Live Event, King et Queen of the Ring 2024. Voilà, la vidéo commence comme ça, j'ai pas envie de faire un long monologue de cette manière-là, mais nous allons parler de ce show qui s'est déroulé à Jeddah en Arabie Saoudite. Tout simplement. Par rapport à ces derniers jours, j'ai pas trop sorti de vidéos. Je tenais à vous le faire rappeler parce que après la vidéo sur euh, complète anthologie de Royal Rumble, j'ai voulu faire pareil avec celui de SummerSlam, mais petit problème, c'est que le chargement n'a pas très bien pris. Et ça sentait un peu le sapin pour moi, vu comment j'avais idée en tête de vous proposer la vidéo plus complète de SummerSlam Anthology, donc les 4 coffrets d'un coup, même si je le mettrais dans l'ordre, pas très bien dans l'ordre. Enfin, je sais pas si je me suis bien expliqué. En gros, mieux cadrer les choses en partant du premier jusqu'au dernier, où ça s'arrêterait ici. Et ben finalement j'ai eu un problème à cause de ce chargement. Je sais pas si un jour je le sortirai, mais je préfère en attendant abandonner l'idée parce que j'ai tout tenté, ça n'a pas pris et du coup ça me déplaît plus qu'autre chose. C'est un peu une déception et que je me dis qui sait un jour ou l'autre ça le prendrait. Mais maintenant il faut que je teste avec cette vidéo que je suis en train bah, exactement de la faire. En tout cas, je prédis pas l'avenir, mais j'espère qu'il tournera au calme. Donc c'est tout ce que j'espère. Mais bon, au moins, je vais pas peut-être vous promettre que je sortirai à l'avenir. Faut voir si je déciderai autrement. Mais voilà, tout simplement, je sais pas dire de mieux, si ce n'est que on s'attaque directement au show de King et Queen of the Ring. Voilà. Donc, il faut savoir, c'est que ils avaient commencé par SmackDown. Donc, ils avaient commencé par SmackDown à faire directement le show à Jeddah. On a eu directement les premières qualifications pour le tournoi du King et Queen of the Ring en même temps. Pour les hommes, c'est King of the Ring et pour les femmes, Queen of the Ring. Tout simplement. Mais ça, vous le saviez directement. Et que je vais pas faire le résumé de ce qui s'est passé à SmackDown, hein. Je vais faire ce fameux résumé de ce qui s'est passé dans ce show de King et Queen of the Ring. Mais je vais pas commencer par la carte principale, je vais commencer lors du pré-show, le kick-off, countdown comme ils appellent maintenant. À mon avis, ils ont peut-être abandonné l'idée du kick-off et qu'ils mettent countdown. C'est une habitude, hein. Chez eux, ils adorent choisir un autre concept de comment on peut faire un pré-show en modifiant un nom. Et bien maintenant c'est Countdown. Et dans le Countdown, on a eu un match par équipe féminin pour les titres justement. Donc Bianca Belair et Jade Cargill contre les membres, enfin les deux membres de The Way, même si The Way c'est de NXT et pas du roster principal. Candice LeRae et Indi Hartwell, auquel je me suis pas concentré sur le kick-off. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu le résultat, mais j'avais vu quelques petits spots auxquels ils ont fait, l'une des deux équipes, et que malgré le travail en équipe qui est un peu, on va dire, un peu mitigé entre Bianca Belair et Jade Cargill, ils se débrouillent quand même bien. Et que, spoiler, victoire de Bianca Belair et de Jade Cargill, qui sont toujours championnes. Donc ce sera pas demain ni aujourd'hui ou encore plus loin qui vont perdre les ceintures. Parce qu'on ne le sait pas. Mais bon, victoire d'une même. Et maintenant, après le pré-show, la carte principale, directement la carte principale, et que on commence direct encore avec un match de championnat, mais cette fois-ci pour le titre féminin, du monde féminin bien sûr, entre Liv Morgan contre Becky Lynch. Oui,
Précédemment, je vous l'ai peut-être pas dit, ou alors peut-être que je vous l'ai dit comme ça au pif, mais il faut savoir c'est que Rhea Ripley avait rendu vacant son titre pour cause de blessure, ça je suppose que vous le saviez tous, et qu'ils avaient organisé une bataille royale pour devenir championne, auquel c'est Becky qui a remporté le titre, mais que Liv Morgan, elle était totalement taquin, voulait avoir sa part du titre, tenter différentes façons de l'obtenir quoi qu'il advienne, ou quoi qu'il arrive. Eh ben, pour son coup là, je vais pas envers tous les trucs d'un coup à citer, si ce n'est que dans le match, j'ai remarqué que ça passait, mais après, j'étais pas dedans, je sais pas pourquoi. Comme dans le Countdown, j'étais pas du tout dedans. Pas parce que je n'aime pas les deux femmes, c'est juste que je trouvais ça pas assez fou. C'est peut-être moi qui me donnais l'impression de me dire que c'était pas assez fou et que je m'attendais à plus une telle dynamicité. Bon après en même temps quand on voit les femmes qui sont en train de combattre dans un pays auquel ils n'ont pas le droit de se mettre dans leur tenue auquel ils adorent faire aux States, je sais pas si ça se joue à ça, même si il y a beaucoup de choses à retenir à chaque fois quand la WWE fait des shows en Arabie Saoudite. Il y a une propage de déception pour les fans américains, même pour les fans internationaux, qui disent que c'est un peu honteux que la WWE font des shows là-bas alors qu'ils n'ont pas de notion du catch. Eux, ce qui leur intéresse, c'est le fric. Donc eux, ils sont dans cette telle manière-là que je sais pas comment vous le dire, mais en fait, c'est que uniquement pour l'argent. Que uniquement pour l'argent. Et ça se ressent. Alors oui, c'est bien, tu peux catcher pour de l'argent. Mais après, le but principal, c'est la passion du catch. Tu peux catcher pour l'argent, mais tu gardes le catch par passion. Il faut que tu fais plaisir aux fans. Et que tu fais pas semblant de surjouer pour pas faire plaisir aux fans. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben c'est un peu de cette manière-là auquel je pense. Et après le résultat, je m'attendais que ce soit Becky qui remporte le match, soit avec son désarmeur ou son Manando Slam, et qu'au passage elle est habillée comme si c'était un costume. Je pense que c'est un costume qu'elle portait, parce que on dirait un costume un peu pas moulant, pas moulant, mais un costume exprès pour le combat. Alors que Liv Morgan est habillée en rouge. Ouais, parce qu'il faut savoir, ils n'ont pas droit de se mettre en petite tenue comme mini soutien-gorge, mini culotte, parce que faut pas atteindre à la pudeur envers les gens saoudiens, que ce soit les femmes saoudiennes ou les hommes saoudiens. Alors que si on le fait pas en public, ben vaut mieux pas le faire en public, vaut mieux le faire dans un cadre privé. Mais après, je connais pas tous les règles qu'ils ont en Arabie Saoudite comme dans tous les autres pays. Je connais pas tous les règles parce que chacun a ses propres règles et il faut la plupart les respecter. Mais bon, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait Dominique Mysterio, qu'un premier temps il arrive et qui va prendre une chaise. Bon, qu'est-ce qu'il va faire avec une chaise? Sûrement pour donner à soit à Becky Lynch, l'ennemi de Mamie, ou alors Liv Morgan, la ennemie de toujours de Mamie aussi. Donc, on savait pas qui choisir, enfin, il savait pas du tout qui choisir, et du coup, il décide de mettre la chaise en plein milieu du ring et faire distraction envers l'arbitre, et que c'est là où Liv Morgan saute sur l'occasion, elle fait un DDT sur Becky sur la chaise, bien sûr, et que en face tu as entre autres Dom qui fait je pense qu'il fait semblant de faire le surpris en disant non, c'est pas vers toi que je voulais que tu gagnais, non, c'était pas ça du tout. En fait, je suis persuadé qu'il le fait pas exprès. Je suis persuadé. Bon, après ils sont en train de teaser peut-être une future alliance parce qu'apparemment ce serait dans les plans de la WWE. Donc il fait genre choqué, non, c'était pas toi que je voulais.
Et que t'as Liv Morgan qui enchaîne avec son Oblivion pour la victoire, et que c'est comme ça comment elle remporte le titre. Donc victoire de Liv Morgan grâce à Dominique Mysterio. Et que ouais, après tant de mois auxquels elle voulait s'acharner pour devenir championne, je pense qu'elle a obtenu. Est-ce que c'est mérité ou pas mérité? Ceux qui sont fans de Liv Morgan diront qu'elle a mérité. Elle a tout à fait mérité et que ça a payé. D'autres qui sont pas d'accord, mais bon, faut se donner un avis objectif. Et moi, j'en ai pas une, si ce n'est que, ok, elle a gagné, félicitations, attends de voir ce que ça passe par la suite. Et que moi, je passe au match suivant, direct. Et que finalement, dans ce show-là, il y a que des matchs où les titres sont en jeu et un tournoi aussi est en jeu. Donc, pour le deuxième match de la carte principale, c'est un triple threat. Oui. Pour le titre intercontinental, donc Sami Zayn contre Chad Gable et contre The Big Bronson Reed. Oui, Big Bronson Reed, et que Chad Gable était accompagné par Otis, on va dire, son genre d'acolyte, même si parfois ils le déçoivent, ils le trouvent quand même un peu utilité pour le moment. Et il s'est passé tellement de trucs hein, dans ce match entre Zayn, Gable et Reed. C'est qu'on a eu des spots assez impressionnants et que, bien sûr, Sami Zayn était accueilli un héros. Il était accueilli en héros, un peu comme l'année passée. Un peu comme l'année passée en 2023, alors que la guerre avait cessé aux côtés de la Syrie et de l'Arabie Saoudite. Maintenant, ils sont en train de l'accueillir en tant que héros local, entre guillemets, même si je vous rappelle que Sami Zayn, il est canadien-québécois, avec des origines syriennes, parce que oui, il est syrien. Donc ça veut dire il sait parler arabe, il sait parler français, il sait parler anglais, il sait aussi parler espagnol. Je ne sais pas s'il sait parler allemand, mais faut dire il a tellement tout appris à travers les ans et à travers les continents auxquels il a traversé. Mais ou sinon, il était accueilli à Héros, c'était génial. Et qu'on a eu des multiples prises auxquelles on en a vu, comme un double German suplex, un topé suicida de la part de Bronson Reed, alors que le gars, il doit peser... je me demande s'il doit peser 100, 130 kilos, non. 200, 230 kilos ou 240. Non, j'exagère. Non, je dis quelque chose comme ça au pif, hein, mais en tout cas, un mec de sa corpulence qui arrive à faire un topé suicida, bah, logiquement, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, mais il a du courage. Il a vraiment du courage, Bronson Reed. Un peu comme Samoa Joe, malgré sa corpulence, il arrive à faire un topé suicida. Et ben, Reed arrive à faire aussi ça. Et quand je dis un double German suplex, c'est quand Bronson Reed va en faire un sur Sami Zayn et que t'as Chad Gable qui arrive derrière Bronson Reed et qui l'arrache comme il essaie d'arracher un arbre pour le déraciner. Donc il arrache les deux en même temps. Et que là, Chad Gable, il est en mode Angle style, pardonnez-moi. Il est en mode Kurt Angle et que il tente même un double ankle lock. Donc si je crois bien, il fait un ankle lock sur Bronson Reed ou alors sur Sami Zayn, alors que t'as Sami Zayn qui fait aussi un ankle lock. Donc ça, j'ai trouvé ça assez original. Mais bon, ils veulent proposer du meilleur contenu au public, même si on sait que on aime bien le catch, de voir les catcheurs catcher en Arabie Saoudite, ça nous fait une page de déception. Mais quelque part, on se dit, au moins ils veulent prouver en Arabie Saoudite que ce qu'ils font aux États-Unis, c'est du bon contenu, du bon catch. C'est pas que question d'argent auquel on peut tout acheter. Même si, encore une fois, catcher pour de l'argent nous empêche pas de vivre. Mais il faut garder au moins la passion. Après, je pense qu'au climax, c'est Sami Zayn, je pense, qui s'occupe, ou alors c'est Bronson Reed qui s'occupe de Chad Gable avant que Sami Zayn il se fasse un peu étorpillé
par Bronson Reed, mais qu'il arrive à le contrer, ou de esquiver, comme par exemple l'avalanche du coin, et qui fait son Haluva Kick, Yakuza Kick, pour la victoire. Donc il fait le tomber et il obtient la victoire, encore la victoire, et qui conserve son titre. Donc victoire de Sami Zayn, qui perdra pas encore son titre, pas pour le moment. Je sais pas pourquoi j'insiste pour le moment, alors que selon moi il mérite quand même s'il en a pas besoin parce qu'il en a tellement gagné, mais tout de même, victoire tout de même. Donc voilà tout sur ce match à triple menace. Et que maintenant je m'attaque à 2 tournois, mais cette fois-ci un seul, parce que je vais passer du côté féminin. Donc on est en finale pour le tournoi de Queen of the Ring, et que les deux combattantes, en vérité il y avait des branches, il y avait une branche du côté de Raw et une branche du côté de SmackDown, que si jamais l'une des deux branches, peu importe les participantes, gagnait à réussir le match, sera en tournoi. Donc un qui est dans sa branche pour être dans le tournoi, pour être qualifié en finale. Et pareil du côté de Raw. Et du coup, tout ce que je sais, c'est que du côté de Raw, on a Lyra Valkyria, qu'elle a quasiment avancé dans le tournoi, elle a quasiment avancé, et qu'elle est en finale alors qu'elle sort tout droit de NXT, et qu'au passage, pendant son entrée, elle est habillée en corbeau. De toute façon, c'est un peu la base de son personnage, même si elle a un peu, on va dire un peu la même dégaine que Ryu dans, enfin, allez, dans Death Note. Ouais, un peu du genre comme ça. Et voilà, tout simplement. Alors que Nia Jax, elle aussi, elle était dans le tournoi et qu'elle a quasiment avancé d'un cran. Et que je pense que le résultat était prévisible par rapport à Nia Jax, alors que Lyra Valkyria, c'était un peu un exploit. Elle, qu'elle arrive, elle démonte tout le monde et qu'elle est qualifiée en finale. Et que c'est pareil pour Nia Jax. Mais sauf que Nia Jax, c'est que elle a, on va dire, ce truc assez particulier. Je sais pas comment vous le décrire. Il y en a qui prononcent mieux les choses que moi. Et que, on va pas se mentir, Lyra Valkyria ne peut pas faire le poids face à Nia Jax, certes, mais elle veut prouver que malgré sa petite taille, elle arrive à surprendre une géante comme Nia Jax. Même si Nia Jax va la démolir d'une autre manière, mais elle tente tout ce qu'elle peut. Elle tente vraiment de tout. Et que dans le match, c'est que Nia Jax va jouer avec. Elle va jouer avec comme un chat qui joue à la souris, tout simplement. Elle joue tout simplement avec. Elle va prendre un malin plaisir, encore des malins plaisirs, tout simplement. Et que... Après, il y a des multiples comebacks de Lyra Valkyria. D'autres qui payent pas, mais cette fois-ci, ça a payé, vu comment elle a failli avoir Nia Jax. Elle a vraiment failli avoir, surtout au moment du climax, au moment où Nia Jax voulait faire sa Samoan Drop de la deuxième corde. Elle se défait du Samoan Drop et qu'elle voulait partir en powerbomb. Mais je sais pas ce qu'elle avait prévu en tête, parce que je trouvais que porter Nia Jax sur les épaules alors que on n'est pas assez grande, pas assez musclé, c'est un peu compliqué. Surtout la corpulence de Nia Jax. Et du coup, elle a trouvé plus simple, Nia Jax, c'est de se laisser tomber en banzai drop pour la victoire. Voilà. Alors que alors que Lyra a tenté de faire la powerbomb qui n'est pas passée. Mais bon, c'est Nia Jax qui remporte parce que je pense que le résultat était prévisible. Il y en a qui diront que non, c'était étonnant de voir Nia Jax gagner. D'autres qui diront que c'était prévisible. Je dis que c'est pareil, c'était prévisible. Donc maintenant, c'est elle, la nouvelle reine du ring. On va l'appeler Queen Nia ou Queen Jax. Queen Nia Jax. Attendons voir de ce que ça va suivre. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle voulait déjà défier directement Bayley. Oui, elle voulait défier Bayley.
et que je crois que ça va se dérouler au SummerSlam ou, ou à Glasgow en Écosse, du côté de Clash at the Castle. On verra à quoi ça donnera, mais bon, il faut que je sois à jour sur les informations. Mais victoire de Nia Jax tout de même. Et que maintenant je passe du côté des hommes, vu comment on était passé du côté des femmes. Gunther contre Randy Orton. Alors ça, c'est une affiche auquel on s'attendait pas à voir directement, parce que Gunther et Randy Orton, c'est quelque chose, vraiment quelque chose. Entre un spécialiste du RKO et un spécialiste des atémies et du catch pur très brutaux, il y a de quoi de faire un énorme match. Vraiment un énorme match, même si on va pas se mentir, le meilleur match était le triple threat, mais entre Gunther et Randy Orton, c'était meilleur, encore plus meilleur. Vu comment ça se tapait de partout, surtout quand c'était Gunther, t'as Randy Orton qui lutte comme il peut face à ce Golgoth de Autrichien qui est facilement imperturbable, insaisissable, incassable même, vu comment le gars est un monstre. C'est un monstre de puissance. Et en plus, ce que j'aime bien avec le fait que Wikipédia précise bien, c'est qu'il y a des branches de chaque côté. Donc, pour du côté des filles, j'avais précisé que Nia Jax, je sais pas si je l'ai précisé directement, mais je vais vous le préciser tout de même. Nia Jax, elle est représentante de SmackDown. Elira Valkyria du côté de Raw, représentante de Raw. Et de chez les hommes, Gunther, il est représentant de Raw. Et Randy Orton, représentant de SmackDown. Tout simplement. Donc chacun dirige, enfin gère sa branche et tente de remporter le tournoi. Quelque part, il y en a qui diront que ce serait Randy Orton qui remporterait face à Gunther. Mais vu comment Gunther était tellement décidé, vu comment il a terrassé un à un ses adversaires pour être qualifié dans le tournoi, eh bien finalement, ça a payé. Ça a payé, franchement. Alors que Randy Orton, il avait une faiblesse au niveau du genou, vu comment il était endolori. Je crois que c'était au niveau du genou gauche. Et que Gunther va travailler dessus. Il va terriblement le travailler dessus, à tel point qu'il va faire souffrir Randy Orton. Il va le torturer, il va quasiment mettre son genou en compote pour obtenir ce qu'il souhaite devenir. Donc, ce qui est à dire roi du ring. Alors que le El Ring General deviendra El King General. King General. Ok. Ça peut, ça peut donner à quelque chose. Le roi du général, ce que vous voulez. Mais en tout cas, je trouve que il y a quand même idée, même si on n'a pas, on va dire, vu un général devenir roi. Bon, après, je suis personne pour juger tout le monde, hein. On donne juste son avis, mais c'est pas con. C'est vraiment pas con. Et que dans ce match-là, Randy Orton a tenté son RKO, mais Gunther se relève à chaque. Je crois qu'il a eu 2 RKO, dont un qu'il a intelligemment sorti à l'extérieur du ring. Et la deuxième, c'est quand il s'en est relevé. Et il en a profité au moment du climax que allez, Randy Orton ait le dos tourné et qu'il a mal au niveau du genou, pour le surprendre en crucifix et qu'il le fait le pin pour la victoire. Donc en gros, de manière opportuniste, Gunther, il remporte le match en faisant un crucifix pour, pour remporter le match. Pour remporter le match. Et que c'est lui le nouveau roi du ring. Donc le roi du général devient le roi du ring. Et que lui, je pense qu'il pourrait tellement apporter du prestige à ce tournoi. Un peu comme, comme les grands de l'époque auxquels ils avaient déjà été rois. À la bonne vieille époque, hein, bien sûr. Hein. La plupart auxquels ils ont dû être rois pour se faire un nom. Et d'autres qu'ils ont fait, on va dire, gagner le tournoi pour donner du prestige. Eh ben dans le cas de Gunther, je pense que c'est plutôt un catcheur qui a quand même grandi en regardant du catch des années 80 et 90, je pense, ou 90. 90, 90, peu importe. Parce que je sens qu'il veut apporter comme les Bret Hart, les Owen Hart, euh, Triple H. Il y a qui dans l'histoire qui a déjà été? Peut-être Ken Shamrock,
Ken Shamrock, Kurt Angle, Booker T. Bon, après, les Stone Cold Steve Austin, les Brock Lesnar, ils ont gagné un tournoi du King of the Ring, mais, euh, mais ils ont jamais voulu être roi à 100%. Et je suis prêt à parier, même Ken Shamrock, Edge aussi, William Regal, Sheamus, et j'en passe des noms. J'en passe vraiment des noms. Donc je pense qu'il va apporter plus de prestige que n'importe qui d'autre. Vu comment il a apporté du prestige au titre intercontinental, pourquoi il donnerait pas du prestige au tournoi du King of the Ring? C'est c'est pour moi une bonne solution à faire, vraiment une très bonne solution. Mais en tout cas, voilà, bonne victoire de Gunther et maintenant directos, on passe directement au main event. Direct au main event, mais pour le titre incontesté de universel de la WWE. Donc The American Nightmare Cody Rhodes contre The Maverick Logan Paul, le champion des États-Unis. Alors, tout ce que j'ai suivi après Backlash en France, eh ben, c'est Logan Paul qui veut se diriger vers la route de Cody Rhodes. Vu comment, vu comment il se dit, bah, vu comment je suis champion des États-Unis, pourquoi je devrais pas affronter un grand champion comme Cody Rhodes pour avoir ma part du gâteau, vu comment on est en Arabie Saoudite, enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Vu comment ils seront en Arabie Saoudite dans quelques mois, et dans quelques mois, on est déjà directement. Quelques mois. Non, je raconte des conneries en fait. Dans quelques semaines. Oh là là, c'est vrai que je suis maladroit dans ce que je dis, hein. Je suis maladroit, mais bon, ça a duré des semaines. Ça a duré vraiment des semaines, et auquel je pense que c'est vrai que Logan Paul, certains le détestent pour une bonne raison, ou encore il y en a qui l'admirent pour son côté athlétique sur le ring, parce que aussi c'est un sportif de très haut niveau. Il y en a qui l'apprécient parce que c'est un YouTuber qui se lance beaucoup de défis, que c'est un entrepreneur, qu'il a des différents partenariats, notamment sa boisson Prime auquel ça a son effigie, et que c'est sponsorisé par la WWE. Je n'ai pas, on va dire, d'avis négatif à dire à ce sujet. Je trouve qu'il brasse tellement bien de l'argent que ça a tellement bien marché par la bouteille Prime. Je le dis ça parce que j'en ai même goûté aussi. J'espère que vous aussi, ou alors si vous n'avez pas goûté, ben, allez-y foncez parce que je trouve que c'était totalement bon. Vraiment bon. Mais concernant le gars, il y en a qui l'apprécient pas par rapport à quelques années quand il est allé aller dans la forêt d'Aokigahara et que c'est pas bien de filmer les cadavres en faisant des vannes dessus. Mais ça, je pense que je vous l'avais déjà dit par rapport à ce sujet. Certains le critiquent par rapport parce que il est un peu irrespectueux ou encore possible qu'il aurait arnaqué ses abonnés. Ça maintenant, même les youtubeurs FR le font aussi, hein. Il n'y a pas que les youtubeurs américains, même les français. Je vais pas citer les noms, j'ai pas envie d'avoir des réponses verbaux, enfin des réponses assez trash sous ma tronche. J'ai pas envie de citer, parce qu'après, la balle perdue pourrait arriver dans les côtés des personnes auxquelles je vise. Et, et après, il y en a qui n'apprécient pas parce qu'il est là uniquement pour l'argent. Auquel, je sais, je comprends. C'est vrai que Logan Paul n'est pas un catcheur comme Cody Rhodes, comme Randy Orton, comme Gunther, comme n'importe qui d'autre. C'est vrai que c'est pas un catcheur comme ces gars-là. Vu comment ce type-là n'a pas, on va dire, n'a pas fait des grands, on va dire, je vais pas dire des grands matchs, mais des grands entraînements pour devenir un véritable catcheur. Vu comment on lui a tout donné sur un plateau, on lui a dit, tu veux tester le catch, vas-y, teste-le. On a une bonne équipe pour t'aider. Et t'as pas besoin de faire tous les tournées du monde avec tous tes différents partenariats et, euh, et des trucs de ce que tu fais ta vie au quotidien.
Donc c'est ce qu'on lui fait dire en fait. Et du coup, ben, Logan Paul, ben, c'est vrai que quand tu donnes le titre à Logan Paul, euh, il apporte pas forcément du prestige, à part l'air de dire je suis champion, je suis populaire, je suis un champion intemporaire, alors que non, il se comporte comme un véritable connard. Mais je vais pas vous le mentir, oui, sur le ring, il est bon. Il est bon sur le ring. Bon, après, c'est pas le plus technique. C'est vraiment pas le plus technique. Il teste des trucs et, euh, et je trouve que ça s'ajoute très bien à son côté athlétique. Mais encore une fois, c'est pas, on va dire, le meilleur in-ringment parlant au niveau technique et de j'en passe de quel que ce soit. Au niveau acting, au niveau de ce qu'il peut faire, il est pas mal. Parce qu'il a un don inné pour ça. Mais sinon, on veut le voir beaucoup plus souvent catcher en fait. On veut le voir beaucoup plus souvent catcher du côté de SmackDown, vu comment il est à SmackDown. Euh, Beaucoup plus souvent le voir dans les PPV, dans les PLE. Et tout simplement qu'il donne de sa personne. C'est ce qu'on attend de lui à la base. Parce que s'il ne fait que venir parce qu'on lui demande de venir, eh ben je comprends pourquoi maintenant la WWE on le reconnaît plus comme elle était à l'époque. Parce qu'à l'époque tout le monde était tout à fait présent, on se défonçait le troufion pour réussir ses matchs, pour même perdre, pour donner de la joie, du bonheur. Et que maintenant t'as plus ça maintenant, t'as plus du tout ça maintenant. Les gens ils viennent quand ils en ont envie. Ça marche bien pour eux, ça marche pas pour nous, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut, on brasse de l'argent, vous êtes content, vous n'êtes pas content, on s'en bat les couilles. Voilà ce qu'ils se disent. Ils se disent vraiment ça. Et que je me rappelle les moments où le Cody Rhodes lui faisait la morale à, à Logan Paul en disant que toi t'as jamais été un fan de catch intemporaire, tu t'es jamais, on va dire, réellement donné à fond dessus, alors que Cody Rhodes, lui, se met en avant en disant que moi, j'ai tout donné pour cette industrie, j'ai tout donné pour le catch, parce que le titre du monde poids lourd, ça c'est ma vie, c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, devenir champion du monde et apporter quelque chose là où mon père n'a jamais réussi à faire. Je donne tout pour devenir au top, ce qui est pas faux. Et quand il dit que bah, Logan Paul n'a jamais été un grand fan de cette discipline et qu'il prend pas réellement cette discipline au sérieux, est-ce qu'il faut le croire à moitié? Je vais pas vous mentir, à moitié, parce que Logan Paul, il a conscience de ce que c'est un petit peu être un catcheur, comme par exemple il faut être tout le temps être présent, mais il n'est jamais tout à fait présent. Ça, il va à peu près à contre-courant, ou alors c'est moi qui va à contre-courant. Mais sinon, il sait comment prendre le catch autrement. Il sait que, on sait que c'est dans un stat auquel on aime bien être le gentil ou le méchant, de gagner de manière fair play ou de gagner de manière non fair play, de se forger une réputation, d'être connu, et à peu près tout ça. Parce que, voilà, le gars, il se prend pour une star. Il peut se vanter d'être une star parce que vu comment c'est un sportif de haut niveau et un youtubeur reconnu, on n'a pas de truc à le blâmer. On n'a vraiment pas de choses à le blâmer, vu comment c'est un fait. Mais aussi non concernant le match, parce que je sens que je pars trop loin avec tout ce que j'ai pu entendre ces dernières semaines. Concernant ce match-là, est-ce que Logan Paul va utiliser la tricherie, donc la facilité, vu comment c'est un peu ça comment nous, en tant que fans de catch et en tant que catcheur, il y en a certains qui le reprochent, c'est qu'il a la fâcheuse tendance à utiliser la facilité, utiliser son entourage pour lui apporter de l'aide, et quand je parle de l'aide, c'est apporter un coup de poing américain, auquel il peut le planquer et gagner à tout moment dans le match. Eh ben spoiler, il va le faire. Hein. Spoiler, il va le faire vu comment il va pas hésiter un seul instant. Mais c'est pas comme ça comment il va réussir à en venir à bout du cauchemar américain. C'est tout ce que j'ai pu constater. Et que oui, on va pas se mentir, sans son entourage, il serait rien. Sans ça, il serait plus champion des États-Unis. Sans ça, il aurait été encore plus
part-timer ou encore il l'aurait dégagé de cette industrie. Mais sauf tant qu'il est champion, il peut faire encore ce qu'il veut et qu'il attire très bien de la hit, vu comment il vice-versa. Bon après, c'est ça comment on joue un heal, hein. C'est comme ça comment joue un heal. Un heal doit se faire détester à un max. Tandis qu'un babyface doit se faire apprécier un max également. Il y a du 50-50 entre les deux parties. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, après, il s'est passé tellement de trucs dans le match. Tentative de Lucky Punch de la part de Logan Paul, même si il va l'utiliser, son fameux Lucky Punch, enfin, la droite de la dernière chance, ou la droite chanceuse, appelez ça comme vous voulez. Des tentatives de Crossroads aussi, qui a été effectué. Cody Cutter aussi, qui n'aura pas, on va dire, eu son effet. Et au moment où Logan Paul va se diriger vers son entourage, eh ben, son entourage va lui glisser un coup de poing américain et qui veut boire sa bouteille de Prime pour se rafraîchir. Et il aura tout tenté, mais Logan Paul, ben, il se fait encore allumer. Et au moment où l'arbitre n'a rien vu venir, eh ben, Logan Paul va utiliser son coup de poing américain, mais qui va viser dans le bide de Cody Rhodes, alors qu'ils étaient tous les deux à l'extérieur. Il pensait faire la différence, mais finalement non, il s'est totalement trompé. Il a voulu essayer de tenter voler sa prise, le Crossroads, mais qui ne sera pas passé, vraiment pas du tout passé. Et au bout d'un moment dans le match, j'avais remarqué que Cody Rhodes a voulu tenter faire la prise de Homicide, parce que ça je l'ai terriblement marqué. Il voulait faire le Cop Killer, enfin le Da Cop Killer de Homicide. Eh ben, il a tenté sur Logan Paul, et quand je vu ça, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il fait? Non, il va pas faire la prise de Homicide sur Logan Paul. Il n'est pas préparé encore à ça. Eh ben, il effectue. Logan Paul, ben, il a mieux reçu la réception. Parce que si jamais la réception aurait été terrible, je crains pour sa carrière à la WWE. Et je crains pour sa carrière sportive. Donc, il se prend un Dakop Killa. Et c'était à ça de payer. Hein, parce que après ça, je pense qu'ils avaient allumé l'arbitre. Donc il y a un ref bump. Et que c'est pour ça que l'arbitre n'était pas là à temps pour faire le tomber très rapidement. Et que ça permet à Logan Paul de se dégager. On tente le Cody Cutter ou le Crossroads qui ne va pas passer. Logique. Parce que quand ça passe pas une première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième peut passer. Il tente son fameux Lucky Sucker Punch, auquel il va effectuer, mais Logan Paul, il s'est fait trop d'idées, auquel Cody Rhodes se relève de ce fameux Lucky Punch. Par la suite, il retente de faire son Crossroads, mais par contre, il se fait, on va dire, arrêter par Cody Rhodes, vu comment on ne vole pas la prise de Cody Rhodes. Il tente le Cody Cutter, et ensuite, il effectue 3 Crossroads, et que c'est comme ça qu'il remporte la victoire. Donc, la première, la deuxième, et la troisième. Donc, au compte de 3, il remporte le match. Et que c'est dommage, c'est que c'était pas pour le titre des États-Unis en même temps, parce que je vous l'avais oublié de préciser, quand je voyais Cody Rhodes et Logan Paul combattre, j'ai cru que c'était pour les 2 titres, mais à la dernière minute, Logan Paul ne voulait pas du tout mettre son titre en jeu à la base. Alors que quand c'est Nick Aldis qui propose ce genre de match, on doit l'accepter. Mais non, t'as des gars comme lui, comme Logan Paul, qui arrivent, qui veulent faire leur loi alors que ils sont pas, on va dire, au-dessus des lois, à part les general managers. Et que ce que j'aime bien, c'est que Nick Aldis, il fait un travail formidable du côté SmackDown. Il est autre chose que Adam Pearce, même si, encore une fois, je ne vais pas critiquer Adam Pearce. Il fait un bon boulot, mais il fait un beau boulot quand il se fait aussi marcher sur les pieds. Alors que Nick Aldis, Nick Aldis ne se laisse pas perturber par tout ça. Et ça, je trouve ça parfait de la part de cet homme. Mais bon, de toute manière, Cody Rhodes remporte le match, c'est lui le vainqueur. Et même si la rivalité entre lui, comme avec AJ Styles,
Donc quand je dis avec lui, je veux dire Logan Paul. Même si sa rivalité face à Logan Paul était courte, comme avec AJ Styles, j'espère qu'il va pas enchaîner des petites rivalités courtes, parce qu'on veut un peu que les rivalités durent entre, je sais pas moi, une nouvelle fois face à AJ Styles, ou encore une nouvelle fois face à d'autres catcheurs, du fait que ça avance dans l'histoire Cody Rhodes qui met le titre en prestige. Il veut apporter du prestige, c'est ce qu'on attend de lui. Mais bon, on verra avec les semaines, voire les mois qui suivent, car pour l'instant, c'est Cody Rhodes qui remporte le match. J'en ai terminé là-dessus. Et voilà comment se termine ce fameux PPV PLE King et Queen of the Ring 2024. Donc voilà, j'en ai vite terminé dessus et que on passe directement à la fin. Donc pour ça, je vous dis c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.